Itinéris vous emmène aujourd'hui en Asie du Sud-Est, dans un pays longtemps sous domination étrangère, mais aujourd'hui autonome et florissant. British Malaya, la Malaisie. Avec 330 000 km², on distingue deux Malaisies. D'un côté, la terre exotique, pays d'aventures et de rêves, peuplé de pirates, de chasseurs de fauves et de colons anglais. De l'autre, un pays dynamique et moderne, avec pour capitale Kuala Lumpur et sa forte croissance urbaine et économique. Dans son quartier des affaires, les tours jumelles Petronas furent longtemps les plus hautes du monde et la fierté de la ville. Un passage sur sa place de l'Indépendance, quelques photos souvenirs prises et l'on remarque très vite toutes les diverses influences qui ont façonné la Malaisie. Mais c'est sur l'île de Bornéo que nous nous rendons aujourd'hui. Cette île est séparée en deux par la frontière entre l'Indonésie et la Malaisie, avec une petite enclave formant le puissant mais petit sultanat du Brunei. Nous nous arrêtons dans la région de Sarawak, point de départ Kuching, qui tire son nom des félins symbolisant la ville. Les nombreuses statues qui agrémentent les places sont souvent l'objet des photos de famille et le fonds de commerce du tourisme local. Pendant ce temps, les jeunes des rues s'adonnent au skate et rendent la ville dynamique et tout en contraste. Car de l'autre côté de la rue, c'est le plus vieux temple chinois qui attire les fidèles et leurs offrandes. La religion est omniprésente en Malaisie. Qu'elle soit musulmane, bouddhiste, taoïste, une grande tolérance est de mise. La croisière sur le fleuve est un incontournable pour les habitants de la ville, mais aussi pour les visiteurs qui en profitent pour entamer agréablement leur découverte du pays après un joli coucher de soleil dont l'Asie a le secret. Nous partons maintenant vers le centre de la province, à la rencontre des populations, de la faune et de la flore. La grande inquiétude de la communauté internationale est comment préserver l'extraordinaire richesse de l'île de Bornéo. Au centre de sauvegarde de Semengo Wildlife Center, depuis 30 ans, on se bat pour la survie des grands singes. Cette initiative constitue le travail journalier des 16 employés qui, chaque jour, tentent de réhabiliter les spécimens rares et protégés. Le nourrissage se fait matin et soir pour les orang-outans qui ne peuvent pas encore prétendre à une autonomie après une longue captivité ou une maladie. Une fois qu'ils auront repris possession de leur nature profonde, ils partiront dans la jungle et seront rendus à la nature. Les touristes affluent pour voir mieux que partout ailleurs dans le monde nos cousins pas si éloignés que cela. Bien sûr, quand vous venez ici, vous avez l'opportunité de voir des orang-outans vagabondant librement dans la forêt. C'est une expérience unique. Vous les voyez arriver directement des arbres dans la forêt. En fait, vous pouvez voir les orang-outans du plus petit au plus dominant. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'en verrons que deux. Une mère et son bébé. La mère est Sadamia, âgée de 2 ans, et le bébé est le plus jeune orang-outan dans notre centre. Son nom est Ruby. Au début, nous en avions 11, et par la suite, ils se sont reproduits, et maintenant, nous en avons 27 dans la forêt. Ce centre a été créé pour aider les orang-outans orphelins qui étaient précédemment domestiqués. La loi a interdit la domestication car l'orang-outan est un animal protégé. Donc les gens ne peuvent plus les garder. Nous les avons récupérés ici dans le centre. Nous aidons les orang-outans à retourner dans la forêt.
Partons à présent à la rencontre d'une nature préservée et somptueuse. Une région faite de concrétions calcaires remarquables. Une terre paradisiaque où la nature participa si bien au dessin des plus belles choses de la création. Comme ces grottes, appelées Fairy Caves. Les populations locales, animistes, y voient un miracle divin. Ils y viennent vénérer leur divinité, allumer des bougies. Les chauves-souris qui les peuplent les rendent plus mystérieuses encore. Les voyageurs viennent y trouver de la sérénité. Ces grottes font partie des plus remarquables au monde, là où les entrailles de la Terre ne procurent qu'un sentiment de respect. Nous sommes en saison des pluies, une période propice pour la nature qui explose alors en un vert presque fluorescent. Car ici, tout pousse, et le plus souvent, ce sont des palmiers à huile. La Malaisie est le second plus gros producteur d'huile de palme. Elle assure 33% de la production mondiale à elle seule. Matthew Anagjato cultive 4,5 hectares de palmiers à huile et sa femme 2 hectares. Au total, la famille possède 20 hectares. Les petits fermiers et non les grandes exploitations constituent les acteurs principaux de cette activité. Avec Salkra et les 20 hectares de terrain, c'est extrêmement bénéfique, et pour moi en particulier. Les dividendes reçus m'ont aidé à gérer le quotidien familial et surtout à financer les études secondaires et supérieures de mes enfants. Des vaches dans les plantations. Une nouvelle façon d'apporter du durable et du biologique dans des exploitations familiales. Les agriculteurs eux-mêmes y trouvent du bénéfice. Ils laissent également les feuilles de palmier pour fertiliser les sols, créer des chemins et nourrir les vaches. Nous élevons beaucoup de vaches dans cette région. Nous faisons paître les vaches dans notre exploitation. Et cette initiative nous a permis de réduire considérablement les coûts d'entretien. Leurs déchets ont contribué à fertiliser les cultures de palmiers à huile. Pour ces familles d'agriculteurs majoritaires à Sarawak, on crée à voici plus de 30 ans Salkra, une agence fondée par le gouvernement malaisien pour développer la région, créer des bénéfices économiques, des emplois, aider aussi l'éducation, prendre en compte la santé. Ici, avant Salkra, c'était la jungle. Pas de route, pas d'électricité. Aujourd'hui, les évolutions sont sensibles. Les gens qui pensent que planter des palmiers à huile, c'est couper la jungle et donc détruire des habitats, vous qui êtes ici maintenant, vous pouvez le voir. Est-ce que la jungle est vraiment coupée? La réponse est non, parce que pour nous, la terre a été créée, nettoyée pour être cultivée, pour l'agriculture. Il y a 200 ans, il y avait une petite ferme le long de la route, et celle-ci plantait du riz et d'autres choses. Si vous continuez à faire ce type d'agriculture, je ne pense pas que ce soit assez pour la nourriture. Donc vous devez organiser tout cela. Nous avons essayé de planter du coco et ça n'a pas vraiment bien fonctionné parce qu'on n'a pas la meilleure qualité de noix de coco dans cette partie du monde. Nous avons essayé du caoutchouc, et ce, de manière intensive. Nous avons également essayé le thé. Mais vous savez, l'huile de palme est ce qui fournit à l'heure actuelle du travail aux gens. Il y a des marchés qui sont bien organisés en Malaisie. Je ne pense pas qu'on puisse rivaliser avec les grands producteurs, grandes cultures, à cause du contrôle économique. Mais ça, c'est le business. Préserver la planète, maître mot de notre temps, car il est temps. Et si l'agriculture intensive, quelle qu'elle soit sur Bornéo, fait frémir autant les ONG et la communauté internationale, c'est que cette forêt est l'une des dernières au monde dites primaires. Une rainforest, comme on l'appelle en anglais. Une forêt vierge, originelle, à haut degré de naturalité, jamais exploitée. Celle qui constitue avec l'Amazonie l'un des derniers poumons verts du monde. Ainsi, le parc de Bako est une de ces merveilles. D'accès aisé mais néanmoins magique par bateau, il offre au regard des concrétions calcaires immergées, somptueuses.
C'est un des rares endroits au monde où l'on peut observer tout à la fois faune et flore si variée. Il est protégé, il est même le plus ancien parc national de Malaisie. C'est cette beauté-là qui agite tant les ONG du monde, car il y a urgence à la protéger. Mais les acteurs de l'huile de palme en ont bien conscience et s'y attellent farouchement. Pour un pays comme la Malaisie, l'huile de palme est cultivée sur seulement 50% de la superficie des terres de notre pays. Ce qui signifie que nous utilisons la plus grande partie de nos terres pour cultiver l'huile de palme. Les terres de la Malaisie sont recouvertes à 62% de forêt et depuis 1992, nous nous sommes engagés à maintenir au moins 50% de la superficie de nos terres couvertes de forêt. Donc, en effet, dans ce cadre de développement stratégique qui a pris place, l'huile de palme est réellement produite de manière responsable, et ce parmi toutes les cultures du site et d'une façon plus durable, particulièrement pour la Malaisie. En quittant le parc, il n'est pas rare de croiser des petits bateaux de pêche traditionnels. Principale activité économique et ancestrale pour ces villages voisins. Dans cette communauté, les enfants sont scolarisés grâce aux aides du gouvernement et un grand collège vient même d'y être construit, permettant aux jeunes de ne pas quitter leur famille trop tôt. Pendant qu'ils prennent leur collation à la sortie des classes, les parents sèchent le poisson et les crustacés tout comme le faisaient leurs parents avant eux. Ils en feront ensuite une pâte qui sera vendue sur les marchés locaux, mais aussi dans les supermarchés des villes et que bon nombre de Malaisiens utiliseront dans leur sauce traditionnelle, mélangée bien sûr à l'huile de palme sacrée, utilisée elle aussi dans toutes les préparations culinaires et dans les cuissons en Afrique et en Asie. Les ONG essayent de promouvoir la durabilité dans la production de l'huile de palme. Nous produisons notre huile d'une manière responsable et durable. Nous devons absolument relever le défi de produire l'huile de palme de la manière la plus responsable et la plus durable pour montrer le bon exemple. Montrer comment nous organisons notre agriculture, les bonnes pratiques, pour être sûr que les consommateurs soient assurés que notre huile de palme est produite de la manière la plus durable.